Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Sandra Recolin, désolée si je le prononce mal. C'est Recolin ou Récolin? C'est Recola. Recolin, ok. Ravie que Merci beaucoup Sandra d'avoir accepté mon invitation pour parler d'une nouvelle thématique relative au pervers narcissique. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment aider un proche victime d'une relation toxique. On a tous entendu dire à un moment, mais je vois bien que la relation est toxique, que ma fille, que mon fils vit une relation dans laquelle il ou elle n'est pas heureux, et du coup, je voudrais l'aider, mais je me sens impuissant et je ne sais pas comment faire pour l'aider. Du coup, on a eu envie de répondre à toutes ces questions et de débuter une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra? Oui, voilà, ça peut être un père, une mère, une amie. Moi, j'ai beaucoup dans ma patientèle des amis c'est une question que l'on me pose souvent. Comment je peux aider mon ami, ma copine, mon meilleur pote à sortir de cette relation qui vraiment le met super mal, ça va de pire en pire. C'est souvent cette notion-là aussi de voir que plus la personne est dans cette relation-là, et plus elle va mal, ou plus elle s'éloigne aussi. C'est le fait de plus voir ces personnes-là qui peut nous conduire à un moment donné à se poser la question comment je peux faire en fait pour l'aider. Parce que si Exactement. quand je lui dis, il m'écoute pas. Exactement. Et en fait, avec Sandra, pour préparer cette vidéo, on s'est dit qu'on allait schématiser différentes étapes de la situation dans laquelle la victime se situe, pour vous dire à chaque étape, bah, voilà comment vous pouvez, à ce stade-là de l'état émotionnel de la victime, comment vous pouvez l'aider. Parce que vous n'allez pas aider de la même manière une personne qui est sortie d'une relation avec un manipulateur qu'une personne qui n'en a même pas pris conscience. Donc vous voyez bien qu'il y a des attitudes différentes à adopter selon le moment qui est vécu par la victime. Donc il y a 4 étapes. Je vais vous donner les 4 étapes dont on va parler aujourd'hui et ensuite on reviendra sur chacune d'entre elles. Vous êtes d'accord? Vous ne répondez pas, mais je sais que vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Alors, merci. Tu Nous, réponds? on est d'accord. Voilà. Oui, super, merci. Alors, donc, première étape, comment aider un proche dans le déni? Deuxième étape, deuxième partie du plan, comment aider un proche dans le semi-déni. Donc, première étape, déni. Deuxième étape, déni. Troisième étape, si la personne a compris qu'elle vit une relation avec un manipulateur, mais qu'elle n'arrive pas à partir, comment l'aider? Et enfin, quatrième étape, comment aider la victime lors de la séparation avec le manipulateur. Et on avait encore fait une cinquième étape, mais je l'ai mal numérotée. Ça s'appelle Elle est partie, mais elle a peur d'y retourner. Oui. D'accord? Donc, Ouais. on a pas mal d'étapes. La vidéo va être dense et on va essayer de vous expliquer étape par étape comment aider la victime qui aujourd'hui, donc première étape, qui est dans le déni. Alors déjà, qu'est-ce qu'une personne, Sandra, qui est dans le déni d'une relation avec un manipulateur? Alors, une personne qui est dans le déni, ça veut dire qu'elle ne voit pas qu'elle est avec un manipulateur. Hein, voilà. Donc, on est vraiment sur le cas typique où la personne juge que les difficultés qu'elle vit dans le couple, c'est tout à fait normal. Il y a des hauts, il y a des bas. Elle va aussi minimiser pas mal d'émotions qu'elle peut ressentir. Elle va se dire, ben, il m'aime, il a juste un sale caractère, ou c'est le moment. En ce moment, c'est pas évident. C'est peut-être moi qui exagère. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion-là de, elle ne voit pas que ce qu'elle vit est pas ok. Potentiellement aussi qu'elle peut vivre certains abus, mais qu'elle le voit pas comme tel. Et elle ne le voit pas aussi parce qu'elle va constamment trouver des excuses. Et moi, en tant qu'avocat, souvent les clients viennent me voir en me disant, mais voilà, à ce moment-là, le manipulateur, la manipulatrice, peu importe, homme ou femme, vivait un moment difficile, la personne avait perdu son travail, il y avait un problème de santé, il y avait un problème avec sa famille, des décès par exemple. Et en fait, tous ces comportements effectivement peuvent entraîner une forme de dinde, de moments en fait de tristesse. Sauf que a posteriori, moi, ce dont je m'aperçois en tant qu'avocat, c'est que quand on est avec la personne qui est en relation avec ce PN, on s'aperçoit que ces moments, ces excuses, en fait, elles existent tout au long de la relation. Elles font partie du fonctionnement de la relation, alors que c'est pas ok, que ça n'aille jamais bien, pour ensuite utiliser le fait que ça n'aille pas bien et s'en servir comme levier de pression pour obtenir des choses, pour demander des choses. Oui, et puis on sent aussi que la personne se fatigue, est fatiguée tout le temps, Ouais. et toujours en train de nous parler de l'autre, et que, en fin de compte, elle n'existe plus elle-même. Il n'y a plus ses propres besoins, on ne les sent pas dans la discussion. On sent Ah, toujours c'est intéressant. Ouais. la compréhension de l'autre. Ouais. Elle est toujours en train de comprendre, d'essayer de comprendre. Alors oui, que ce soit les femmes ou les hommes, hein, mais voilà, c'est ça.
on est concentré, votre ami va être concentré, ou votre enfant va être concentré sur l'autre, manipulateur ou toxique ou pervers narcissique. Là, on n'est pas en train de faire un débat au niveau du vocabulaire, mais voilà, globalement, c'est pour vous dire qu'il y a un partenaire qui dysfonctionne et vous voyez votre proche avec ce partenaire-là et vous ne savez pas comment l'aborder parce que cette personne-là est en déni. Exactement. Et implicitement, tu viens déjà d'aborder la question de comment aider cette victime qui est dans le déni. C'est, tu sais, tu as dit il y a un instant, en fait, quand elle me parle de la relation, elle me parle que des besoins de l'autre, mais non pas de ses besoins. Et donc, l'une des manières déjà d'aider la personne qui est dans le déni, c'est justement de la questionner sur son ressenti, de la connecter à ses émotions pour qu'elle redevienne une personne à part entière. Complètement. Hein, dans le questionnement que l'on peut avoir avec ce proche-là, ça va être de lui demander, quand tu lui parles, comment tu te sens juste après? Parce que là, effectivement, ce qui est à éviter, c'est d'aller lui dire qu'il est toxique. Parce qu'à partir du moment où vous allez lui dire qu'il est toxique, la personne va se fermer complètement et va le défendre. Tout Et à fait. pourtant, on a envie de dire, il est toxique, regarde, ouvre les yeux. Clairement, à éviter ces comportements-là, on va être plus sur un questionnement dit socratique de « mais comment tu te sens quand tu es avec lui après Est-ce que tu te sens vraiment épanoui et libre d'être toi-même dans cette relation? Est-ce que tu peux exprimer tes besoins vraiment? Ou est-ce que ça génère des conflits à chaque fois ?» Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que dans les questions de Sandra, c'est des questions neutres. Elle ne donne pas la solution, elle ne donne pas de conseils. On est vraiment dans la maïeutique socratique, comme tu dis, où en fait la solution vient de la personne et non pas de l'extérieur. On est sur un développement de l'esprit critique. Qu'est-ce que tu penses de cette attitude? Est-ce que tu penses que tes besoins ont été respectés? Ah, quels étaient tes besoins à ce moment-là? Complètement. Ok. On a été là, du coup, dans cette phase de déni. Comment on passe, Sandra, de la phase de déni à la phase de semi-déni? Alors ça, il y a des points de bascule aussi que la personne en déni peut avoir. À partir du moment où elle a ce point de bascule-là, de se dire, OK, je suis en couple, mais le couple, c'est pas que c'est pas la souffrance, en fait. C'est vraiment qu'elle arrive à étayer autour du fait que ça fait pas mal de semaines, de mois, d'années, D'années, en général. de dizaines d'années, Ouais. qu'elle souffre, en fait. Et que c'est pas OK. Et que peut-être que le couple peut lui apporter plus qu'il ne lui prend. Exactement. Ça fait, Donc, en fait, si j'ai bien compris, ce que tu es en train de dire, c'est que le point de bascule pour sortir du déni, pour aller vers le semi-déni, c'est de comprendre finalement qu'une relation de couple, c'est une relation d'amour et que la souffrance n'est pas inhérente à la relation de couple. Non, voilà. Il y a vraiment cette notion-là de baromètre aussi du couple que l'on peut voir, c'est-à-dire qu'une relation de couple saine, épanouissante, c'est une relation de couple où pendant 80% du temps, depuis le début de la relation, on a été heureux, ça nous a porté, ça nous a mis bien. Et peut-être 20% où ça a été plus compliqué, où on a traversé des phases difficiles, des phases. Une phase, c'est un début et une fin. Et avec des manipulateurs ou manipulatrices, il n'y a pas de fin en fait. C'est tout le temps comme ça. Et ça agit quand on est dans le déni en lame de fond de toujours nous remettre en question, toujours relancer notre énergie dans le couple, alors que l'autre, non, toujours pas. Donc il y a cette notion-là de baromètre, c'est de s'interroger quand on est en semi-déni, on est sur ce baromètre-là, ok, c'est 50-50, 60-40. Et on est toujours dans cette notion-là de je gère. Donc, je vois qui me manipule, tout va bien. Mais par contre, en semi-déni, je me dis que je gère, que je sais lui parler, qu'avec de la patience, il va changer. Je sais que je peux le rendre meilleur. Je sais qu'il peut être heureux avec moi. Oui, et puis je vais être patiente aussi parce que j'ai quand même beaucoup à perdre et je sais que la personne, elle va tellement mal, elle vit des choses, le manipulateur vit des choses tellement difficiles que avec ma conception de la famille, avec l'idéal de la famille que j'ai, eh ben, je peux facilement entrer dans le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Complètement. Donc voilà, donc le semi-déni, si je peux résumer, Sandra, ce que tu viens de dire, c'est j'ai compris que la personne est manipulatrice, je pense que je vais gérer et parce que je suis pas encore sortie également de ce syndrome de sauveuse ou sauveur. Complètement. Et puis, il y a aussi cette, peut-être que la dépendance affective, on va en parler un peu après, mais il y a aussi cette dépendance affective-là aussi de
j'ai besoin de lui. Il a Oui. besoin de moi, j'ai besoin de lui. Et donc, et puis il y a cette notion-là aussi de je suis forte, je suis assez forte pour le gérer. Il y a des personnes qui sont, des patientes à moi qui sont psychologues aussi, hein, et qui ont cette notion-là de penser que parce qu'elles connaissent des choses sur la psychologie humaine, et pourtant elles sont avec des manipulateurs, elles se disent non, mais je peux le gérer en fait, j'y arrive, je suis assez forte. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas lui dire qu'elle ne gère pas en fait, ou qu'il est plus fort qu'elle. Parce que là, on va la provoquer sur quelque chose. Elle ne va pas vouloir entendre ça. Exactement. Et Donc, d'ailleurs, je le dis dans plusieurs de mes vidéos, mais pour vous dire que c'est possible, j'ai plusieurs comme toi clients psychiatres, psychologues qui avaient auparavant le discours mais les manipulateurs, les pervers narcissiques, les personnalités toxiques dans ce style, en fait, ça n'existe pas, c'est qu'un phénomène de mode. Et eux-mêmes n'étaient pas capables de le voir. Et il y a une évolution de leur discours en disant bah en fait là j'ai compris en fait, j'ai compris ce que c'est. oui. Et oui, et oui, 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 D'ailleurs, oui. ouais, d'ailleurs, pour moi, c'est la même chose en tant qu'avocate en droit de la famille. Je vois mon évolution en tant qu'avocate et je m'aperçois qu'au début, quand j'étais avocate, en fait, j'étais en partie incompétente et je m'en rendais même pas compte parce que j'avais pas lié le droit à la psychologie pour adapter une procédure judiciaire ou une négociation à la psychologie de la partie adverse ou du client adverse tout au moins. Et oui. Et donc, finalement, quand la personne elle est aussi dans le semi-déni, c'est qu'il y a toujours des crises, mais la personne a le sentiment de pouvoir éviter ces crises, de pouvoir les anticiper, parce qu'elle a compris, en fait, la victime, qui n'a pas forcément encore conscientisé ce statut, elle a compris ce dont le PN a besoin, ce dont le manipulateur a besoin, pour ne pas entrer en crise. Donc, il y a une adaptation constante, une hypervigilance constante dans cette relation, ce qui n'est pas sain du tout, parce qu'on n'est pas censé vivre comme ça. Complètement. Et ça va générer énormément de fatigue. Et c'est sur ça qu'on va aller pour aider. C'est-à-dire qu'en tant que proche, on ne va pas y aller frontalement en disant voilà, là, regarde, il te manipule là, regarde. Parce que même nous, la plupart du temps, les proches, ils ne voient pas vraiment tout ça. Par contre, parce que c'est dans le foyer, c'est dans l'intimité. Les personnes ne vont pas nous témoigner les manipulations. Même quand elles le voient, c'est pas aussi clair que ça. Donc, ça va être plus, on va aller sur la fatigue. Ouais. Depuis que tu es avec cette personne-là, j'ai l'impression que tu es de plus en plus fatiguée. Émotionnellement, comment ça va? Tu as de plus en plus d'angoisse. Voilà, c'est d'aller questionner ça et de dire aussi si tu arrêtais de t'adapter comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Comment tu te sentirais? Oui, et puis cet épuisement physique, cet épuisement dont tu parles, psychique également, ça renforce en plus le sentiment de solitude qui est souhaité par le pervers narcissique. Complètement. Donc c'est d'autant plus dur de s'en sortir parce que plus la personne est seule, moins elle pourra être aidée et sortir de la relation toxique. Or, tout le but du PN, c'est de garder sa proie sous emprise. Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'en tant que proche, c'est super important de ne pas dire que la personne est toxique, parce que sinon, on risque d'éloigner encore plus notre proche qui est dans cette relation-là. Il faut vraiment à chaque fois garder un œil, rester en périphérie, poser des questions sans être intrusif, sans dire qu'au final, non, tu as l'impression de gérer, mais tu gères rien du tout. Ça, ne pas le dire. Ne pas dire non plus qu'il est plus fort. Ne pas lui poser d'ultimatum. Très important, on ne pose pas d'ultimatum. Bien sûr. Hein, et lui imposer notre avis. Hein, dire, mais moi, je sais qu'il est manipulateur. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. C'était pareil avec son ex. Non. Et ces personnes-là, là, tu sais, qui arrivent dans le semi-déni, moi, j'en vois régulièrement en tant qu'avocate. Parce que souvent, ils vont venir à peu près 1 an, 2 ans avant la sortie de la relation, parfois même plus. Et ils sont pas du tout encore capables, tu vois, d'écouter les conseils qu'on va leur donner. Ils vont être, ils vont pas être en fait, être en mesure de recevoir l'information. C'est comme si, pour te faire comprendre, moi je suis pas du tout forte en physique, s'il y a un astrophysicien qui vient demain pour m'expliquer, j'en sais rien, comment on calcule la distance d'un trou noir ou j'en sais rien, un truc hyper compliqué, et ben j'aurais pas
la capacité psychique à intégrer l'information. Je pense que ce sera trop compliqué pour moi. Et à ce moment-là, tu peux tout leur expliquer. Tu peux leur expliquer même, tu sais, tu peux leur montrer le baromètre des violences. Bah tiens, vous Oui. subissez ça, ça, ça. Tu peux leur montrer et leur démontrer que 1 et 1, ça fait 2. De toute façon, ils ne seront pas capables d'écouter et d'intégrer l'information. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que nous, en tant qu'avocats, on est dans une situation délicate parce que si on utilise seulement la compétence juridique et qu'on donne voilà, les clés et qu'on anticipe 3 ans avant, bah voilà, dans 3 ans, dans 2 ans, vous allez être dans une scène de violence conjugale et vous allez m'appeler parce que vous serez placé en garde à vue et qu'il y aura une interdiction d'entrer en contact. Avant, je faisais ça. Sauf que je m'aperçois que les clients, je leur ai fait peur. Et même s'il y en a beaucoup qui me rappellent 2 ans ou 3 ans après, j'ai eu pas mal de clients qui m'ont dit aussi à ce moment-là, je ne vous croyais pas. Je pensais que vous disiez n'importe quoi. Et donc, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'en fait, l'accompagnement, à mon sens, qui doit primer, c'est l'accompagnement qui lie la psychologie à la question juridique. Parce que si on leur donne la solution tout de suite, ils vont ailleurs et potentiellement non seulement à la concurrence, mais également vers des avocats qui vont pallier la psychologie au droit, alors que pour moi, c'est indispensable. Et c'est vraiment problématique parce qu'en fait, ils ne seront pas forcément aussi bien accompagnés, en tout cas, pas toujours. Complètement. Et puis, c'est pas pour rien que ça s'appelle le semi-déni. C'est-à-dire elles sont à moitié plus dans le déni, mais elles sont encore à moitié dans le déni. Exactement. Et donc, ça veut dire que d'aller trouver des professionnels qui seront encore à moitié dans le déni, ça va conforter leur propre analyse. Voilà. Donc, c'est pour l'entourage d'être clairement plus dans le déni, mais ne pas être frontal et ne pas être trop direct. Enfin, ne pas être direct même du tout. Hein, et aller vraiment sur toujours ce questionnement autour de la personne. On a encore le rôle de faire émerger ça chez la personne. En consultation, c'est vraiment un moment crucial. Des fois, ça peut être sur une consultation, des fois sur plusieurs consultations où ça arrive doucement. Voilà, ça dépend vraiment de la personne, mais on prend le temps qu'il faut parce que à partir du moment où c'est pivoté, là, on est sur complètement autre chose à gérer. Mais déjà là, le fait d'être dans le déni ou dans le semi-déni, c'est vraiment de se dire, OK, je suis en périphérie, je suis là, j'accueille, et dès que la personne pivotera, voilà, je pourrai contenir aussi et je pourrai l'aider. Mais je suis obligée de contrôler, quoi. Et c'est d'autant plus important de respecter ces phases de déni et de semi-déni que si on est dans un excès où on nous donne totalement la solution, voilà ce que tu vis, ce n'est pas normal et pour telle raison, si on fait ça, on coupe la relation. Et il a gagné. C'est un danger encore plus grave presque. C'est ça, c'est complètement ça. Ouais. Complètement ça. C'est vraiment l'amour inconditionnel que l'on peut offrir à notre proche à ce moment-là est crucial. Exactement. Et l'une des situations qui peut parfois se présenter et qui est également compréhensible, c'est des proches qui auraient envie de dire, bon, écoute, maintenant tu pars, tu quittes cette relation parce que là, j'en ai franchement marre. Ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans que je t'en entends parler et tu fais rien. Donc, j'en peux plus, en fait. Moi, un ami, une amitié, ça doit aller dans les deux sens. Donc, d'un côté, ça peut se comprendre, mais de l'autre, de lancer des ultimatums, c'est aussi une forme de violence. Et c'est une violence psychologique. Et vraiment, si vous faites ça, vous ne pourrez pas aider la personne. Non. Donc, ça, c'est vraiment à ne pas faire. Et d'un point de vue juridique également, je dirais que l'avocat, il y a une chose qu'il ne doit pas faire, donc bien entendu, c'est de mettre des mots sur des mots qui relèvent d'ailleurs de la psychologie, mais expliquer au moins avec mesure que ces comportements ne sont pas forcément OK et que ça pourrait questionner en fait comment dire, l'équilibre de la relation, en tout cas qu'il y a des inquiétudes. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire en tant qu'avocat à ce moment-là, c'est parler à la victime de stratégie juridique ou judiciaire. Pourquoi ? Parce que la victime, elle est dans une telle naïveté, dans une telle sincérité, dans une telle discours. J'ai eu encore un client ce matin qui me disait, mais moi je suis authentique, moi je suis sincère. Et ben qu'est-ce qu'il a fait le client ? Ben, il a dit la vérité. Il a juste poussé la victime. Quoi, la PN, mais quand je dis pousser, c'est comme si on vous poussait dans le métro. Hein. La personne, elle n'est pas tombée, il ne s'est rien passé, elle a à peine fait exprès. Et ben, elle a tout dit au flic, bah, qu'est-ce qui se passe ? Interdiction d'entrer en contact, ordonnance de protection, juste parce que le PN, là c'était une femme en l'espèce, a utilisé
le levier, quoi. Alors, je sais pas si on peut parler de levier, mais l'une des valeurs fondamentales qui est la sincérité, l'authenticité, l'absence d'hypocrisie, et ils ont retourné ça contre lui, et ben maintenant il voit pas ses gosses. Et il va avoir un droit de visite médiatisé. Et ça, malheureusement, je le vois tous les jours. Donc, il faut arrêter de croire que la sincérité et l'hypocrisie, c'est quelque chose de mauvais. Même si, parce que face à un manipulateur, c'est eux ce qu'ils utilisent depuis le jour de la rencontre. Donc, si vous utilisez, vous restez tel que vous êtes et que vous ne vous adaptez pas, eh ben, c'est les enfants qui en pâtissent par la suite. Et vous aussi, indirectement. Oui, mais ça, c'est des choses effectivement que l'on va pouvoir aborder, notamment dans la phase d'après. Exactement. C'est vrai. Parce qu'à la base, je disais, c'est le moment où on ne parle pas de stratégie juridique. D'accord. Semi-déni, on n'en parle pas. Pas encore. Pas encore, Voilà. sinon c'est pas ça. Exactement. Donc ça, c'est effectivement ce que l'on va, c'est vraiment ça que l'on a à contenir. C'est cette énergie-là de vouloir absolument sortir la personne de sa situation parce que nous, on y voit clair. Nous, on a le discernement et la clairvoyance que la personne n'a pas. Et on peut pas encore lui témoigner clairement. Donc c'est vrai que ça va être progressif. Là, on peut lui parler de confiance en elle, de travailler avec des outils tels que la méditation, le yoga, pour lui permettre de faire émerger en elle ses émotions, ses besoins, de se reconnecter à elle. Vraiment, c'est cette notion-là, dans le déni et le semi-déni, de re-rentrer en elle. Et après seulement, on va pouvoir travailler sur l'extérieur. Donc là, c'est plus, voilà, reprends confiance en toi, occupe-toi de toi, fais des choses pour toi, viens, on va manger quelque part, on fait ci, on fait là, voilà. Donc, proposer des choses comme ça pour lui permettre de faire émerger ça en elle. Exactement. Et tu vois que quel que soit le professionnel ou le proche qui va aider la victime, c'est qu'il y a une notion de maîtrise de soi qui est très importante. Et alors que qu'est-ce qu'on a de manière naturelle? Si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer, bah, j'ai envie de sauter dans l'eau, d'aller l'aider. Et ben là, en fait, tu ne dois pas le faire. Non, Sauter dans l'eau, aller l'aider directement, c'est une mauvaise chose. À la limite, t'envoies le filet, t'envoies la bouée, t'appelles quelqu'un, mais surtout, tu sautes pas. C'est ça qui est contre-intuitif. C'est que si tu fais ça, la victime, elle part. d'où les bons professionnels, voilà, où on va effectivement se contenir, maîtriser, et quand on est au fait de cette situation-là, on a les bons réflexes. Exactement. Pour permettre d'aider la personne véritablement en fonction du stade où elle en est. Diagnostic du stade est très important. D'accord. Donc là, on a vu le déni, on a vu le semi-déni. On avait vu dans le déni que le point de bascule, c'est en fait de comprendre que l'amour, la relation de couple n'équivaut pas à l'acceptation d'une souffrance dans le couple. Et pareil dans le semi-déni, pour passer du semi-déni à la phase suivante qui est la personne a compris mais elle n'arrive pas à partir. Donc il y a le renforcement, de la déconstruction de la croyance sur l'amour n'est pas la souffrance, le couple ne doit pas être associé à la souffrance, mais il y a une autre étape à renforcer, il y a une autre croyance à déconstruire, c'est que réussir à gérer le PN, en fait, c'est pas être heureux en couple. Et donc vous voyez que pour sortir du déni, pour sortir du semi-déni, dans tous les cas, c'est une déconstruction sur les croyances, sur les idéaux de couple qu'on peut avoir. Dans tous les cas, parce qu'on démonte en gros l'amour, c'est la souffrance, et on est en train de dire que en fait gérer une personnalité toxique c'est quelque chose de pas normal, et donc c'est une acceptation progressive qui doit se faire. Oui, et puis voilà, qu'est-ce que le couple? Là, tout à l'heure, j'étais encore avec une patiente, je lui demandais, mais c'est quoi pour tu, parce que je les tutoie, moi, mes patientes, mais c'est quoi pour toi? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi je supporterais pas, ça ferait trop bizarre par rapport à mon éducation, ça passe pas ça. Moi, je demande. Effectivement, c'est une proximité que j'aime bien avoir et que les personnes aiment bien avoir aussi. Génial. Donc voilà. Donc, pour toi, c'est quoi le couple? C'est quoi être en couple? Donc là, elle me sort vraiment, c'est du partage, c'est de la joie, c'est de la complicité, c'est tout ça. Et je dis d'accord, donc dans lequel tu es, c'est quoi? C'est l'écouter, c'est faire comme il a besoin, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, et là, on glisse doucement. Oui, non, parce qu'en ce moment, c'est pas évident. C'est vrai que c'est un homme qui a besoin de beaucoup de liberté. Et puis, voilà, c'est difficile pour lui de s'engager. Blablabla. Voilà. Grâce à toi,
Je viens de comprendre comment je vais faire mes entretiens clients quand ils sont en phase de déni ou de semi-déni. C'est qu'en fait, il faut que je les interroge sur leur notion de couple, leur représentation du couple, et qu'ils fassent ensuite la comparaison avec et comment ça se passe aujourd'hui. Mm. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Donc, troisième étape, vous l'avez compris, c'est si la personne a compris. Désolée, j'ai même pas essayé de faire un jeu de mots, mais si la personne a compris, la victime a compris, mais elle n'arrive pas à partir. Donc, description de cet état. 1, elle a compris que la situation était toxique, elle était avec un manipulateur, mais elle n'arrive pas à partir. Pourquoi elle n'arrive pas à partir? C'est parce qu'on doit débloquer des croyances. On doit débloquer la croyance de, elle se dit que c'est pas le moment, je ne vais pas y arriver, je vais me retrouver toute seule, et moi j'ai jamais été seule, et je vais jamais m'en sortir, et j'ai pas assez d'argent, et puis de toute façon je casse la famille, et je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, et puis il m'a donné tant, elle m'a donné tant, et le début de relation était tellement difficile. En plus il va mal, en plus elle va mal, donc c'est encore plus difficile de partir. Et puis j'y arriverai pas toute seule. Je suis pas assez forte, c'est lui qui me l'a dit d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, il me remet tellement en cause dans mon rôle de père ou de mère que finalement, je suis peut-être vraiment une mauvaise mère ou un mauvais père. Et peut-être que je sais pas faire. Et peut-être que tous ces psys que j'ai vus, en fait, c'est eux qui m'ont démonté le cerveau et qui sont vraiment dangereux. Est-ce que j'ai fait un bon résumé, Sandra? Oui, oui, voilà. Donc, là, on sait tout ça et sortir du déni, on sait combien c'est coûteux de sortir du déni. C'est très coûteux. Hier encore, j'en avais une qui me disait mais non, mais j'aimais bien quand j'étais dans le déni. Et oui, c'est tellement plus confortable, entre guillemets confortable, hein, d'être dans le déni. Psychiquement, c'est plus confortable parce que on n'a pas à remettre en question plein de choses. Donc sortir du déni, c'est très coûteux. Et donc là, il va y avoir énormément c'est pour ça que tu en as eu tellement, c'est qu'il va y avoir énormément de freins. Tous les freins possibles et inimaginables vont arriver. C'est normal. Pourquoi les freins, ils arrivent? Tu l'as dit, en fait, les freins, ils arrivent, c'est parce que le changement est coûteux. Il est coûteux, bien sûr, psychologiquement, mais il sera coûteux juridiquement et physiquement et psychiquement et financièrement. Il sera coûteux sur tous les plans. Donc, alors qu'on est déjà crevé par la relation. Alors qu'on est déjà crevé par la relation. Alors qu'on est déjà crevé. Donc, en fait, de sortir d'une relation comme ça, il n'y a vraiment que des warriors qui peuvent réussir à sortir. C'est pour ça que dans mes accompagnements, très souvent, je dis, quand on arrive à ce niveau-là, ce qui est déjà les 3/4 du chemin quand même, hein, c'est jusqu'à maintenant, vous avez fait le plus compliqué. C'est déjà top d'avoir fait ça. Maintenant, ça va être le plus fatigant. Ouais. Parce qu'arriver à ce stade-là, donc sortir du déni, c'est vraiment ce qu'il y a de vraiment plus compliqué sur tous les plans psychiques, émotionnels, physiques. On est rincé quand on en arrive là, mais ça y est, on a ouvert les yeux. Mais la suite, c'est qu'on va déjà revoir tout ce qu'on a vécu au regard de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle vérité qui s'impose à nous. Ah ben non, c'est de la manipulation. Ah ben non, c'est du mensonge que j'ai vécu, c'est pas vrai. Tout est faux, tout est manigancé en fait. Donc on le voit, donc ça nous épuise. Et puis là, maintenant, il va falloir affronter le fait que la personne manipulatrice va être encore plus culpabilisant, encore plus intimidant, encore plus méchant, parce qu'on peut parler de méchanceté, clairement. Et donc là, votre proche qui vit ça va vraiment avoir besoin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à notre proche qui va pas bien? Mon proche qui a compris mais qui n'arrive pas à partir. Qu'est-ce qu'on lui dit concrètement, Sandra? Ce qu'on peut lui dire, c'est que oui, on est là. Si à un moment donné, elle veut partir de chez elle, elle peut venir chez nous. C'est vraiment cette ouverture, cet accueil vraiment inconditionnel. Et c'est, tu veux partir, tu pars, je suis là. Tu veux rester, je t'écouterai encore. Quelle que soit la situation, quelle que soit la décision que tu prends, je suis là. Oui. Pour pas qu'elle sente encore une fois cette notion d'ultimatum ou cette notion de choix. Et puis de jugement aussi. De jugement, je suis trop conne, j'ai pas compris. Voilà. C'est parce que là, elle est tyrannisée, vraiment. Elle est vraiment tyrannisée c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, entre ce qu'elle pense et différent de ce qu'elle fait. Donc là, elle pense être toxique et en même temps, elle continue d'être dans la situation. C'est intenable psychiquement, ça, émotionnellement. Et sachant que émotionnellement, là, ce qu'il faut faire, et toi, je suis sûre que tu le fais, l'une des questions qu'on peut poser pour l'aider à sortir de la relation totalement,
c'est de lui poser la question, mais en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois toujours avec cette personne-là. Et en général, les victimes, elles sont cash et elles sont limpides sur la réponse à donner. Hein. C'est non, non, non et non. Et si elles y restent, c'est qu'elles sont conscientes que c'est au prix de leur santé mentale. Hein. Voilà, c'est cette notion-là de non-changement. C'est si je reste, ça va être pire. Parce que oui, quand on reste avec une personne toxique, ça va pas mieux. Il y a toujours des illusions de changement, mais il n'y a jamais de vrai changement parce que la personne en face de nous est toxique. Elle l'a été, elle l'est, elle le sera. Et ça ne peut aller que de mal en pis. Et ça, c'est vraiment le point de bascule à ce moment-là. C'est ça, c'est de réaliser concrètement et d'aider la personne à réaliser concrètement que ça ne va pas aller mieux, que ça va pire. Et puis surtout que ce type de personnalité, ça ne s'améliore pas avec l'âge, ça ne fait que se renforcer aussi. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir de l'espoir. Voilà, complètement. Ce n'est pas le moment. Moi, je sais, j'ai fait une masterclass sortir des relations toxiques où j'explique vraiment en détail ça. Donc là, c'est quelque chose que l'on pourra mettre éventuellement, on verra pour le mettre en lien, mais une masterclass spécifique sur comment sortir d'une relation toxique et comment aider quelqu'un à sortir d'une relation toxique. Mais voilà, c'est vraiment très important d'être proche de cette personne-là et quelle que soit la situation, savoir que vous êtes disponible pour elle. Et puis, c'est le moment de dire à ce moment-là à son proche, tu peux aller voir un avocat en droit de la famille qui est spécialisé en matière de violence conjugale et tu peux aller voir un psy qui est spécialisé également en matière de relations toxiques. Là, c'est le moment où elle va éventuellement entendre et elle va éventuellement aller sur son application pour réserver un rendez-vous. Mais là, je vous le dis, c'est vraiment le moment de ne pas se tromper dans le choix du professionnel, parce que vous vous trompez dans le choix du professionnel, vous tombez sur un psychologue qui connaît rien aux violences conjugales, il va même pas comprendre les violences conjugales et il va éventuellement renforcer, et tu en as déjà parlé, le sentiment de doute, le sentiment de remise en question, alors qu'on est plus censé être en phase de négociation en quelque sorte dans le couple, même implicite. Oui, il va renforcer potentiellement l'adaptabilité de la personne. Exactement, voilà, c'est ça. Et pareil chez les avocats. Il ne faut pas aller chez un avocat qui va vous dire oui, mais il faut essayer de trouver des accords. Oui, de trouver des accords avec quelqu'un qui considère que vous n'existez pas en tant que personne. Et pareil pour les enfants, ça va être compliqué. Bon courage. Complètement. Donc, trouver un avocat, trouver un professionnel qui pourra vous accompagner, des professionnels qui pourront vous accompagner. C'est pas n'importe quel professionnel, c'est une urgence de trouver des professionnels qui vont être compétents et qui également vont pas vous culpabiliser, parce que je vous raconte pas le nombre de clients qui me disent en fait j'ai été aux autorités de police, on m'a dit que j'en faisais des caisses, on n'a pas accepté ma plainte. J'ai été aux autorités de police et on m'a dit mais pourquoi vous n'êtes pas parti avant, franchement, avec tout ce que vous avez fait, vous pensez pas que vous avez un peu trop attendu? Non, non. En fait, si j'avais compris que j'étais dans une relation d'emprise et que j'avais fait le chemin pour comprendre que j'étais dans une relation d'emprise, je serais même pas entrée en relation avec lui dès le départ. Et donc, en fait, si je mets 10 ans ou 20 ans à porter plainte, c'est juste que j'ai pas pu faire autrement. T'as vu, je pourrais faire du slam en même temps. Vraiment animé par tout ça. Mais oui, et puis il y a ne pas mettre la pression. Ne pas mettre la pression. Partir. Voilà. On la culpabilise pas, on lui met pas la pression. On est là, on écoute. Alors encore une fois, ça nécessite de la maîtrise de soi, mais c'est vraiment essentiel pour permettre à la personne de faire ses choix. Au moment où... Très souvent aussi, il va y avoir un moment déclic pour elle. C'est-à-dire que juste avant, ce n'était pas le moment, juste après, ça ne l'est plus. Nombre de patientes où on avait préparé le départ, mais sans dire qu'elles partaient, hein, juste on prépare, au cas où si un jour elles ont envie de partir, au moins ce sera prêt. Et lors d'une dispute, plaf, c'est bon, c'est le moment. Et toutes les affaires étaient déjà dans la voiture parce que c'était préparé au cas où. Et là, ce n'était pas prémédité dans le sens, c'est ce soir à 18h, quand il va rentrer, je vais lui en parler et je vais me séparer. Non, je sais que ça peut arriver là, dans les jours, semaines, mois qui vont suivre. Je prépare, mon environnement est préparé. Et là, de toute façon, on va arriver sur le elle part, quand la personne part. Mais, et c'est de se dire, à un moment donné, la personne, elle peut clipper d'un coup, vous appeler, écoute, ça y est, on s'est pris le bec, je pars, est-ce que je peux arriver? Ouais. Et là, lui dire, viens.
Ça peut se passer comme ça aussi. Ouais. Et juste un point dont on peut parler, c'est la question des expatriés. Les expatriés, ils vivent non seulement un isolement d'un point de vue familial, parfois un isolement professionnel, un isolement dans le couple, mais en plus, ils perdent leur culture parce qu'ils sont dans un autre pays, ils n'ont plus les référentiels. Donc, en termes de repères, c'est vraiment la catastrophe. Et les expatriés, la question de l'expatriation pose des questions juridiques particulières parce que vous vous retrouvez avec d'autres tribunaux compétents. Et la plupart du temps, en tout cas c'est assez fréquent, qui comment dire, les finances qui ne soient pas aussi fortes, que les soutiens soient absents. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de partir. Quand vous avez pris conscience que vous êtes avec une personnalité toxique, n'annoncez surtout pas votre séparation, d'autant plus si vous êtes situé à l'étranger. Vous prenez un avocat en amont pour vous préparer. Là, on est déjà en train d'anticiper la dernière partie qui est relative au moment de la séparation. Mais vraiment, il n'y a pas pire que de se retrouver en expatriation avec un droit que vous ne connaissez pas, sans avoir anticipé quels seront vos droits et vos obligations si vous quittez le domicile, si vous partez avec les enfants, si vous partez dans un autre pays, comment vous allez faire financièrement, qui aura la maison, comment ça fonctionne le système d'aide sociale à l'enfance quand vous êtes là-bas, dans un autre pays. Donc en fait, il y a vraiment plein de questions juridiques. Vous pouvez potentiellement vous retrouver avec un tribunal qui est compétent pour les enfants, un autre qui est compétent pour le divorce, un tribunal qui va accorder une prestation compensatoire dans un pays, mais pas dans l'autre, l'infidélité qui va être considérée comme une faute dans un pays, mais pas dans un autre. Vous pouvez vraiment avoir un panel de droits applicables et en général, quand même, on fait ça de manière quasi systématique. Quand on a un client qui vient au cabinet et qu'on ne sait pas quel droit on doit choisir, ben en fait, on dit à notre client, s'il vous plaît, on a des professionnels à vous recommander dans tel pays pour qu'on identifie ensemble le pays dans lequel vous allez divorcer. Mais vraiment, divorcer avec un PN dans un pays qui n'est pas votre pays initial, en général, la plupart du temps, en tout cas régulièrement, je dis aux personnes, ben en fait, vous allez anticiper votre divorce 2 ans ou 3 ans avant. Et dans l'idéal, vous allez parfois rentrer en France parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens, parce que vos proches seront là pour vous aider en cas de séparation, parce que Oui. vous aurez un réseau que vous n'aurez pas là-bas. Une série de critères qui entrent en compte et qui ne sont pas, qui sont d'une part juridiques, mais pas non plus seulement juridiques. Oui, c'est important ça aussi, parce que c'est vrai que, bon, moi, j'en ai pas encore des expatriés, mais c'est vrai que c'est une question aussi super pertinente à poser, ça. Ouais, c'est une question. Si vous êtes expatrié, vraiment le plus important, c'est de prendre un avocat qui fait du droit international privé et qui gère la question des violences. Parce que le mélange des compétences sera indispensable. Si vous prenez, par exemple, là, je l'ai encore eu, quoi, c'était du délire. Euh, une cliente qui perd je crois que c'était en Suisse, et la décision suisse dit il doit y avoir un retour de l'enfant. Et son avocat lui dit bah non, en fait, pas besoin d'appliquer la décision tout de suite. Oh oh, oh oh, je sais pas quoi vous dire. Enfin, après, ils arrivent au cabinet, je tombe des nues. Comment ça, vous n'avez pas l'intention d'appliquer la décision? Ah, d'accord, mais c'est votre avocat qui vous a dit ça en Suisse? Oui, c'est mon avocat qui m'a dit ça. D'accord, bah écoute, on va aller trouver un autre avocat parce que vous allez commencer par appliquer la décision, je pense. Mais c'est des trucs qui sont délirants. C'est Ouais. des trucs qui sont délirants. Et ça, et on l'a régulièrement. La question de l'enfant, en fait, non seulement vous êtes avec un PN, mais en plus vous avez une volonté de protection de l'enfant par la suite, et vous pensez que la protection de l'enfant, elle passe seulement par vous et la question juridique. Sauf que la question de protection de l'enfant, on en parle sur notre vidéo bien entendu, elle passe aussi par un accompagnement psychologique, le développement de l'esprit critique, le fait que vous soyez un parent sain, que vous ayez travaillé sur vous, que vous respectiez le droit, que vous soyez capable de travailler, d'être autonome, d'être responsable. Donc, attention. Bon, c'est des petites digressions. Je suis dans mes slams aujourd'hui, c'est ça. Le moment de la séparation, dernière partie. Ça y est, on y Non, c'est est. dernière partie ou pas? Ah non, c'est l'avant-dernière partie. Alors oui, disons que la dernière partie, c'est elle a peur d'y retourner, mais peut-être que du coup, on développera plus ce point-là aussi dans une autre vidéo, à voir. Mais voilà, au moins là maintenant, ça y est, elle a décidé, elle est partie et elle arrive chez vous. Elle est partie. Admettons, Donc c'est la victime, hein, c'est pas il ou elle, c'est la victime est partie. la victime. Ok. Donc d'ailleurs, la victime, elle peut être partie, mais elle peut être partie
alors que le PN a fait croire que c'est le PN qui était victime, ce qui est très classique, hein. Ah, mais c'est comme Voilà. ça. Là, j'ai eu encore la situation il y a quelques jours. Hein. C'est que ça. La personne manipulatrice, elle est victime de A à Z. Elle utilise tous ses stratagèmes pour faire penser. Là, il va vraiment y avoir cette notion de manipulation. À partir du moment où la personne manipulatrice voit qu'elle a perdu l'emprise totale sur la victime, donc sur votre proche, elle va essayer de vous manipuler à vous. Hein. Donc, elle va vous appeler, elle va manipuler tous ceux qui sont autour de vous pour faire croire vraiment que c'est votre proche qui dysfonctionne complet. Et que... Exactement, exactement. Et au moment de la séparation, la victime, elle prend conscience des manipulations la plupart du temps, mais sans mettre de mots dessus, parce qu'elle n'a pas encore exactement... Elle sent que ça dysfonctionne, qu'il y a un gros souci, que la discussion est impossible, qu'on n'arrive à rien en parlant, qu'elle va très mal, que ça ne s'améliore pas, que des solutions pourraient être trouvées, mais qu'en pratique, ça ne marche pas. Et donc, elle voit que tout ça, ça ne va pas, et c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est ça? Ça pourrait être une forme de dissonance cognitive, ça? Là, la dissonance cognitive, c'est plus, elle pense quelque chose, donc c'était l'étape un peu avant, elle pense que il est toxique, donc elle sait qu'il est toxique, mais elle n'arrive pas à avoir le comportement de personne qui n'est pas avec quelqu'un de toxique. Oui. Donc, elle sait qu'elle est avec quelqu'un de toxique, mais elle est encore avec. Et là, ça ne va pas. Là, disons qu'à cette étape-là où elle part, elle rentre en consonance. Ça y est. Elle aligne sa pensée, il est toxique, enfin, la personne, et je me barre. Parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un de toxique. Exactement. Et donc là, ça va être le moment où où la culpabilité va être renforcée, où l'intimidation va être renforcée, où potentiellement le harcèlement va être renforcé, où mais tu te rends compte, tu es en train de détruire la famille, mais tu vas jamais t'en sortir sans moi, mais de toute façon, tu n'es rien sans moi. Donc on est sur des menaces, de l'intimidation. C'est le moment éventuellement où il y a les insultes, le rabaissement du rôle de la femme, le rabaissement du rôle de l'homme, du rôle de père, du rôle de mère. Et alors qu'avant, la victime, elle se disait, bah, ok, j'ai vu les manipulations, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, j'arrive à le gérer, t'inquiète pas, on va trouver une manière de gérer les choses. Là, les manipulations, elles sont vues, elles sont revues, et la victime ne se dit plus, tiens, je vais gérer. Et du coup, à partir du moment où elle se dit plus, je vais gérer, et ben là, c'est le clash et c'est les violences conjugales qui arrivent de manière beaucoup plus forte. Oui, les violences psychologiques, hein, au-delà, enfin, les violences conjugales, ça peut être physique ou psychologique, émotionnel, hein, vraiment. Oui. Et puis, il y a aussi le cas de figure où c'est le manipulateur ou la manipulatrice qui part, qui trompe, qui part, mais qui continue de dire que c'est votre proche, par exemple, qui s'est mal comporté, que c'est à cause d'elle, que c'est... Voilà, il n'y a pas forcément la victime, c'est pas forcément celle qui part, c'est aussi parfois celle qui subit part de la manipulatrice. Et même dans ce cas de figure-là, celui qui trompe, donc le manipulateur ou la manipulatrice qui trompe, tente de se faire passer pour la personne gentille. Mais bien J'ai sûr. entendu je veux pas passer pour un salaud. Alors que, en fait, ben oui, clairement, il se barrait et il voulait encore passer pour la victime et faire passer la victime pour le bourreau. Mais ça en devenait risible. Ça en devenait risible. C'était incohérent. Et c'est là où on se rend compte, en général, à ce moment-là, que waouh, tout l'étendue de la folie de ces personnes, en fait. Ouais, parce que même dans cette situation-là, ils veulent passer pour les victimes. Oui, Alors que la victime, ça ne lui vient même pas à l'idée de se dire tiens, je vais me faire passer pour une victime. C'est même pas dans son raisonnement. Elle pense même pas à ce stade-là. pas l'être victime. Ouais, Donc là, ça devient très, très choquant. Et c'est aussi ça qui fait où on se dit non, mais ça peut pas être. Non, c'est pas aussi gros quand même. Non. Et donc, on va chercher encore cette minimisation, cette compréhension de non, mais c'est que j'ai pas compris quelque chose. Là, j'ai loupé un truc. Que ce soit clair, c'est des trucs, vraiment, elle l'a dit, Sandra, tu l'as dit, c'est des trucs qui parfois sont énormes. Hein. Moi, je l'ai dans les dossiers. C'est des violences psychologiques, des violences physiques qui sont simulées, des viols qui sont simulés. C'est des objets qui vont être lancés par le PN en disant mais après à la victime mais pourquoi tu as lancé cet objet? C'est des objets qui vont disparaître, c'est des caméras qui vont être placées et après le PN qui va dire mais pourquoi tu as placé ces caméras à la victime? Mais c'est des trucs,
on est à la limite de l'hallucination. Je ne sais pas si c'est de l'hallucination ou des délires, peu importe, je suis pas psy, ou juste, comment dire, de la manipulation juridique pour la suite. Mais ce n'est pas dans l'ordre du concevable pour vous en tant que victime, si vous écoutez ça aujourd'hui, de vous dire que c'est possible. Et moi, j'en ai tous les jours au cabinet, ils arrivent, mais ils me disent, mais c'est pas possible. Comment vous pouviez savoir comment ça allait se passer? Ah oui, non, non, mais c'est. Sauf que c'est Là, la même chose tout le temps. Là, on rentre dans leur folie, en fait. On rentre vraiment parce que comme la victime n'est plus là en train de compenser, d'adapter, de gérer, de minimiser, de tout ça, elle ne contient plus la folie de l'autre, en fait, sans conceptualiser ça, hein, mais elle ne contient plus ça. Ça y est, elle retire la personne manip, le PN. Ben, il est complètement déstabilisé et donc la folie part. Exactement. Et oui, effectivement, c'est un moment où on a besoin de discernement. Là, c'est crucial d'être accompagné. Que ce soit avec avocat et psy, c'est crucial d'être accompagné pour ne pas perdre le nord avec la personne. Et attention, là, on est en train de vous faire tout le schéma du déni, semi-déni, séparation, mais il y a aussi des PN, et je le vois, qui ont une capacité d'adaptation hors norme, dans le sens où ils ont compris des années avant que la séparation aurait lieu, ils ont déjà leur agenda caché depuis des années, et ils sont déjà allés voir un avocat en droit de la famille bien avant que la victime, même un an après, vienne nous voir. Et dans ces cas-là, on peut quasiment rien faire, parce qu'en fait, ils ont un dossier qui est tellement béton, ils ont déjà tellement anticipé quelle sera potentiellement la technique d'attaque ou de défense de la victime qu'il n'y a rien à faire. Quasiment rien à faire. Moi, je l'ai rarement eu dans les dossiers, mais j'en ai de plus en plus. Pourquoi? Parce que les PN comprennent, à mon sens, que parfois ils sont démasqués. Je sais que tu n'es pas forcément d'accord, mais pour moi, les PN comprennent de plus en plus qu'ils sont démasqués et du coup, ils sont dans des stratégies d'adaptation d'un point de vue juridique aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus de discussions sur les réseaux. Tu es d'accord, toi, avec ça? Ah oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on a tendance à dire oui, les PN, ils ne s'adaptent pas. Et ben moi, je ne suis pas trop d'accord. Une certaine catégorie de PN, oui, bien sûr. Ah ouais? Pas tous, pas tous, parce qu'ils ont des degrés d'intelligence différents et des. Ah oui, c'est vrai, oui. Tout le monde, hein. Donc oui, il y en a qui clairement ont ce degré d'intelligence-là et d'anticipation. J'ai vu des personnes qui avaient anticipé des changements de carrière à ce moment-là pour que la pension soit moindre ou qu'il n'y ait pas de prestations compensatoires à ce moment-là, d'un seul coup perdre le boulot. Juste après, remonter une grosse boîte. Hein. Mais à ce moment-là, de la décision pour la prestation compensatoire et la pension alimentaire, hop là, plus de boulot. Exactement, exactement. Et ça, c'est anticipé, c'est prémédité. Oui, et quelque chose de très important, on l'a dit tout au long de cette présentation, depuis le début, on vous dit il faut vous recentrer sur vous. Pourquoi il faut se recentrer sur vous? Parce que le moment de la séparation, c'est le pire moment en termes d'épuisement physique et psychique pour vous. Vous arrivez à un stade où on va vous empêcher de dormir, on va vous empêcher de travailler, on va vous empêcher de vous laver. Le seul moment où vous allez pouvoir vous reposer, ce sera les toilettes et quand vous serez dehors sans madame ou sans monsieur au quotidien. Quasiment. Vous allez dire que les traits sont trop grossis, mais c'est ce que disent les clients. Donc vraiment, le fait de vous recentrer sur vous dès la phase de déni, semi-déni, c'est très important parce que vous aurez déjà mis en place les moments où vous allez vous ressourcer dans cette phase d'épuisement hors norme que vous allez subir au moment de la séparation. Ouais. Et donc, pour le proche, c'est encore une fois d'être là et de comprendre ça. Mieux vous comprendrez ça, mieux vous pourrez épauler votre proche dans ça et lui soutenir que sa réalité est la bonne réalité et que l'autre dysfonctionne. Vraiment, garder ce cap-là parce qu'à ce moment-là, vous pouvez le dire que l'autre dysfonctionne, que c'est pas OK en fait, que non, il y a quelque chose qui tourne pas rond et c'est pas vous qui tournez pas rond parce que l'autre, le PN va faire penser à la victime qu'elle est folle. Tout à fait. Et donc, le proche, c'est vraiment sa fonction à lui, si vous voulez vraiment être proche de votre proche, justement, c'est de lui contenir et de lui soutenir qu'elle n'est pas folle, que la raison est que c'est normal d'être en colère. Moi, j'ai des patientes, ça les surprend encore d'être en colère quand l'autre défie leurs limites. Mais non, mais c'est normal. C'est normal. Et en fait, elles ont été tellement gaslightées, tellement lobotomisées, aliénées mentalement,
qu'elle ne trouve pas de logique entre l'autre qui ne tolère pas la frustration et qui leur fait continuellement faire ce qu'ils veulent eux, et le fait qu'elles se mettent en colère. Non, c'est normal. Donc, ramener ce discernement-là. Ouais. Et ce discernement est d'autant plus difficile à ramener que potentiellement ça fait 20 ans, 30 ans, mais même 10 ans que ce discernement, on a tout fait pour que pour que la victime le perde. Donc de ramener ce discernement, faut pas se dire que ça va revenir en 2 semaines, en 3 semaines. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que la relation de confiance avec l'avocat et avec les professionnels de manière générale est aussi difficile, peut-être aussi difficile, c'est parce qu'il y a une forme de défiance quasiment totale, je dirais, envers le corps professionnel, surtout juridique et judiciaire, parce qu'ils se disent, mais en fait, ils vont pas pouvoir m'aider, parce que c'est ce qu'on comprend au fur et à mesure que c'est que l'aide, en fait, elle sera très fine, parfois, la plupart du temps, sur les violences psychologiques, il n'y aura pas les preuves. Et donc, il y a une défiance potentiellement vis-à-vis de l'avocat, parce que elles n'ont pas été capables, les victimes, d'être discernantes pendant très longtemps. Donc, elles se disent, peut-être, bah, tiens, je vais projeter ce comportement sur les personnes qui me conseillent en disant, bah, si j'ai pas été discernante, pourquoi elle le serait plus que moi? Ou en tout cas, il y a une défiance, puisqu'il n'y a plus de référentiels autour d'elles envers lesquels elles peuvent avoir confiance. Il y en a de moins en moins, en tout cas. Tu vois ce que Tout je à veux fait. dire? Ouais. Oui, complètement. Et Oui, ça, tu es oui. d'accord avec ça ou pas? Oui, C'est vrai? Ok. Parce que oui, je viens d'avoir l'idée maintenant, mais c'est pour ça que je te pose la question. Je... oui, ça peut, bien sûr, ça peut être. Alors moi, en tant que psy, peut-être pas forcément, mais dans le domaine juridique, je peux complètement comprendre que ça puisse être le cas. Et pourquoi tu peux le comprendre? Ben parce que justement, on perd un petit peu confiance en des process et en une justice. Ouais. Ok. Et c'est cette notion de confiance est quand même altérée. Après, quand on est ballotté comme ça et quand on a été gaslighté autant d'années, ça peut être compliqué aussi de refaire confiance à des professionnels qu'on ne connaît pas. Ouais. Et, et parfois, on peut avoir des expériences un peu négatives avec, des professionnels juridiques aussi, hein. Ouais. Ok. Tout à fait. Espoir. Donc là aussi, ce qui est difficile, c'est qu'au moment de la séparation, ce qui arrive de manière classique, c'est que le PN voudra discuter. Il voudra discuter, trouver un accord. Vous aurez la projection mais il faut essayer d'avoir un accord amiable pour que ça se passe bien. Et là, c'est juste une phase qui lui permet de maintenir l'emprise encore plus longtemps. Parce que non, ça ne se passera pas bien. Non, ce ne sera pas possible de vous dire il y aura de l'écoute, l'intérêt de l'enfant va primer dans les discussions, il y aura de la transparence financière, on fera quelque chose où il y aura de l'adaptabilité, de la flexibilité, où on ne fera pas tous les coups bas. Non, ça n'existera pas. Tout sera hypocrisie dans les conversations. C'est un résumé, qu'en penses-tu? Oui, c'est dur de faire ce deuil-là. C'est-à-dire que le consentement, enfin, par accord mutuel, enfin, divorcer de manière, comment c'est le terme? Amiable, divorce par À consentement mutuel. l'amiable, à l'amiable, c'est comme on est séparés, on était d'accord, mais elle était plus d'accord que moi, quoi. C'est vraiment ce truc-là. On peut pas se séparer de manière amiable, amicale, que ça se passe bien avec une personne manipulatrice. Alors, si on peut faire de l'amiable, à condition d'avoir cédé sur des points très importants. C'est-à-dire, par exemple, vous allez céder sur des éléments financiers alors que vous savez très bien qu'il a plein d'argent ou qu'elle a plein d'argent. Vous allez céder sur la résidence des enfants alors que vous savez très bien que les enfants, il n'en a rien à faire, qu'il s'en est jamais occupé. Vous allez céder sur le fait de rester vivre dans une localité, dans une ville parce que en fait, il y travaille ou elle y travaille, alors que vous savez très bien que toute votre famille habite dans cette autre ville qui est située à 500 km. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, l'amiable, ce sera juste une manière d'asservir une fois de plus et de maintenir l'emprise. Complètement. En tout Et cas, puis la plupart du temps. d'obtenir, voilà, de toute façon, ça peut pas être différent. C'est Non, pas, ça peut pas ça être. n'a pas été différent dans la relation, cela ne sera pas dans le divorce. Donc, en fait, en tant que proche, c'est de soutenir aussi la personne dans le fait que elle va se séparer, ça va être compliqué et il va y avoir encore des batailles à mener. C'est pas le tout d'être séparé. Derrière, il y a encore à gérer
tout le post-séparation, toute la séparation à proprement parler, de tous les éléments importants qu'il va y avoir. Et après, ça va encore être gérer la relation toxique avec le parent si vous avez des enfants. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. D'une autre vidéo, ouais, je pense, ouais. Mais voilà, tout ne s'arrête pas parce qu'on est séparés, ça y est, c'est bon. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je trouve que si on devait résumer ce moment de la séparation, c'est sauf qui peut avec les conseils d'un avocat. Parce que s'il y a une chose à pas faire, c'est partir du jour au lendemain sans prendre les enfants, sans avoir d'informations financières, sans avoir les papiers, sans avoir de logement, sans avoir de proches. Là, il n'y a pas pire. Donc, sauf qui peut, oui, mais en se préparant. Et là, je pense que c'est l'objet d'une autre vidéo qu'on fera d'ailleurs sur ta chaîne. Comment anticiper, comment préparer d'un point de vue juridique la séparation avec une personnalité manipulatrice. Complètement, ça senti. Oui. Et le proche, donc, qu'est-ce qu'il doit dire à ce moment-là? Il dit, tu dois partir, mais ne pars pas n'importe comment. Tu devrais aller voir un avocat qui pourra te conseiller. Tu sais que si tu as besoin, si l'avocat te le conseille, moi, je peux t'accueillir, je peux t'aider, je peux peut-être t'aider financièrement. Je le vois dans plein de dossiers. Et ce que vous pouvez dire en tant que proche sans être avocat, c'est ayez les papiers d'identité, parce que c'est un motif fréquent de violence conjugale, ayez les éléments financiers, ayez, le livret de famille et éventuellement, allez parler avec votre avocat de l'opportunité d'un dépôt de preuve, parce que s'il y a une chose que je vous déconseille, c'est de ne pas porter plainte lorsque vous avez des preuves ou à l'inverse de porter plainte quand vous n'avez pas de preuves, parce que ça, c'est les pires erreurs juridiques que vous puissiez faire. Et bien entendu, ce que vous devez faire au moment de la séparation, c'est aller prendre des certificats médicaux pour faire constater votre état psychologique, continuer à travailler dans la mesure du possible parce que votre indépendance financière, ce sera votre liberté, tout simplement. Votre liberté d'avoir un logement, de partir en vacances, de vous acheter des habits, d'aller prendre un accompagnement avec un psy, de payer un avocat. Et puis, le proche qui aide à ce moment-là, encore une fois, on ne parle pas de PN, on ne parle pas de manipulateur, on ne parle pas de personnalité toxique. On dit, laisse les professionnels poser les mots et dessus, éventuellement parler de relations dysfonctionnelles. Et peut-être l'une des solutions, c'est de dire, écoute, je ne sais pas si tu es dans cette relation-là, mais sache que j'ai vu une avocate et une psy faire des conférences sur telle thématique. Est-ce que tu as pensé à les regarder? Puisque peut-être que ça pourrait t'aider. Mais encore une fois, j'en sais rien, je ne sais pas ce que tu veux. Voilà, ça c'est idéal. Exactement. De consultation et aller vers les professionnels, c'est évidemment un des outils les plus adaptés. Et vous soutenir cette professionnelle-là qui travaillera avec votre proche, pouvoir soutenir cette démarche-là. Ouais, exactement. Et pourquoi on n'arrête pas d'insister sur le fait d'aller voir des bons professionnels? Pourquoi? C'est pour ne pas vous faire perdre de temps. C'est comme si vous vouliez, j'en sais rien, réparer votre voiture et que vous alliez voir un réparateur de trottinette. Il pourra pas vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, perdez pas de temps, allez voir le bon professionnel. Parce que elle doit rigoler parce que moi, sachez-le, si vous me voyez dans Paris avec mon casque et ma trottinette, c'est je suis à fond et même partout. Dès que je pars en vacances, j'ai ma trottinette. Peu importe en une sudiste comme moi, c'est juste incompréhensible. Non, il y en a de plus en plus dans le sud des trottinettes. Attends. Mais voilà, on a ambiance, quoi. Donc, c'est vrai que c'est marrant. Voilà. Et dernière partie sur vous êtes parti, vous êtes la victime, vous êtes parti, mais vous avez toujours cette peur interne de retomber dans les bras du pervers narcissique. C'est totalement normal. Sandra, tu veux décrire cet état psychologique? Alors, cet état-là, c'est vraiment, ça y est, on est sorti du couple toxique. On n'est plus en couple, donc on est célibataire et on a peur de retomber sur des toxiques et on a peur de retourner avec notre toxique parce que bien sûr, quand il voit qu'il n'a plus l'emprise sur nous, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous relove-bomber. Donc, tout à fait.
ça y est, j'ai changé, je fais tout pour toi, j'ai compris, reviens, je t'aime, voilà. Et Et notre petit, famille, et c'est la chose la plus importante pour toi, mais souviens-toi de ce que tu me disais il y a des années, combien tu m'aimais, combien tu étais heureuse avec moi, combien tu étais heureux avec moi, mais regarde cet enfant formidable. Et puis, c'est le moment où on utilise de nouveau les projections. Tu m'as dit que tu voulais avoir d'autres enfants, que tu voulais avoir une maison, que tu voulais faire tel projet de vacances, mais tu veux abandonner tout ça. Et puis, je te disais non pour telle chose, pour le changement de régime matrimonial. Mais maintenant que j'ai compris, la famille, c'est quelque chose de très important. Et le partage des finances, c'est quelque chose de très important. Non, non, tout ça, c'est que du bullshit. Hein, d'accord? voilà. Donc là, arriver à tenir sur ça, c'est très important. Et là, pour pouvoir tenir par rapport à ça, il y a vraiment un travail sur les schémas à faire parce que là, il vient taper vraiment au plus profond de ce que la personne peut ressentir et va de nouveau, le love bombing, c'est vraiment aller rechercher ce que la victime a besoin d'entendre et lui bombarder de ce qu'elle a besoin d'entendre. Et donc là, ça Exactement. redevient magique, ça redevient, ça y est, il a enfin compris, voilà. Donc, il est possible que votre proche retourne avec son toxique Tout et à fait. rôle à vous, c'est de comprendre ça. Encore une fois, la maîtrise de soi est primordiale. Donc, c'est de comprendre que, ben, voilà, elle est repartie avec. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là pour dire, je suis là pour toi, je comprends. Même si on a mal parlé de ton toxique, bah, peut-être qu'en fin de compte, il n'est pas si toxique que ça. Vous pouvez même aller là-dessus, hein, parce que le but du jeu, c'est de maintenir le lien. Parce qu'à partir du moment où le toxique a vu que vous étiez de son côté à elle, il va vous évincer. La première chose qu'il va faire, c'est de dire de mal de vous indirectement, mais de vous mettre sur le côté, de vous mettre sur la touche. Primordial de ne pas faire ça. Tout à Donc, fait. ben, c'est pas grave. Non, ben, peut-être qu'il n'était pas si toxique. Peut-être que oui, il a changé. Vous savez que non, hein, c'est du bullshit, effectivement. Vous pouvez un petit peu donner ça pour continuer d'être là pour la personne, parce que c'est ça vraiment qui est le plus important. Ne Et pas puis, préserver l'isolement, quoi. Ne pas aller. exactement. Et puis, s'il y a des questions à poser, c'est des questions neutres d'amis et sans jugement de valeur dans la question. Parce que si vous exprimez un jugement de valeur, là, vous allez encore couper la communication. Ah bon, il a changé? En quoi est-ce qu'il a changé? Ah, il a fait ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la victime, potentiellement, si on lui pose cette question, elle va certes répondre à son ami qui va l'interroger, mais peut-être que le travail après cette question intérieure, c'est ah ouais, en fait, ces changements, ils sont peut-être un peu limités. Ou Oui, peut-être que c'est temporaire, ou peut-être que c'est encore un cycle qui se reproduit. oui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle a honte. Hein. Elle a honte d'y être Et retournée. puis elle a honte d'en parler. Elle a honte Elle a d'en honte parler. d'en parler. Ça va vraiment être à mi-mot, quoi. Mais c'est pas grave. Même si elle ne vous en parle pas, c'est pas grave. Vous continuez d'être là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. À écouter les difficultés, à témoigner de votre amour inconditionnel envers votre proche et à dire bah ma porte elle est ouverte à n'importe quel moment. Voilà. Mais c'est déjà bien d'en être sorti. On est quand même passé du déni à la sortie de la relation. Il y a, là, en fait, si on devait conclure sur cette sortie de la relation, c'est qu'en fait, si je devais résumer, c'est qu'en fait, la prise de conscience, elle est progressive, ça repose sur une connexion aux émotions, ça repose sur l'accompagnement par des professionnels de santé, et en tant que proche, surtout, être dans l'écoute, dans l'acceptation, dans l'absence de jugement, et de garder ses bras ouverts en disant, bah, quand tu auras besoin, je serai là. Une fois qu'on est sorti de la relation, vous allez vivre quand même un stress post-traumatique. Il y aura d'autres difficultés qui vont naître, la question des enfants, de l'argent, des procédures, de la reconstruction, du changement de sa vision de la relation de couple, la création de nouvelles normes, de tout nouveaux schémas de pensée sur qu'est-ce qu'une relation saine ou malsaine. Et donc ça, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une autre vidéo parce que sinon on terminera demain, ce sera beaucoup trop Ben long. oui, pour notre Donc plus grand voilà. plaisir. Mais bon, il faut faire des formats quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des suggestions de thématiques, je vous propose de les mettre dessous en commentaire ou de nous écrire en privé chacune. On sera ravis de faire de nouvelles thématiques. D'ailleurs, je viens de penser à une nouvelle thématique qui est sur la thérapie des schémas. Je pense que Hum, c'est pas la première fois qu'on en parle et on pourrait en parler sur les relations
Ouais. Donc, en particulier du point de vue des victimes des pervers narcissiques et des manipulateurs au sens large. Voilà, on était très, 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 très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On a hâte de vous retrouver. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux. Merci pour vos commentaires qui sont juste géniaux et qui donnent du sens à tout ce qu'on fait aujourd'hui, à la diffusion de toute cette information qui, je l'espère, vous est fondamentalement utile pour votre sortie d'une relation toxique. Oui. Sandra, tu vas ajouter quelque chose? Non, c'est bon, tu as tout dit. Je suis ravie de faire toutes ces vidéos avec toi parce que c'est toujours un vrai plaisir d'élaborer, d'avoir deux cerveaux comme ça dans nos compétences respectives et de contribuer à notre manière à faire en sorte que voilà, les personnes se sentent le mieux possible et puissent avoir des moyens de se sortir de ces situations-là. Tout à fait. Bon, merci à tous. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.